Donc, je me présente, je suis Richard Mathis, je suis gynécologue obstétricien dans le Nord, près de Lille, à Armentières, et j'appartiens à une association qui s'appelle Gynécologie sans frontières et qui a comme préoccupation de s'occuper de la prise en charge des femmes victimes de violences, des violences faites aux femmes, on appelle ça le VFF, et surtout de sensibiliser les professionnels de santé à leur rôle vis-à-vis de ces victimes. Donc là, c'est un peu une première pour nous, puisque souvent on fait des colloques pour les professionnels de santé, pour qu'ils prennent conscience du rôle qu'ils ont vis-à-vis des victimes. Et là, maintenant, on remonte avant d'être professionnel, donc chez les apprenants et chez les étudiants. Et c'est pour ça qu'on est très content de faire cette conf qu'on appelle Student, pour les étudiants, qui seront les futurs professionnels. Et donc c'est bien de prendre à la source. Donc on va essayer de répondre à quelques questions. Déjà, qu'est-ce que les violences faites aux femmes? Quelles conséquences ont-elles? Quelle prise en charge peut-on proposer? Et nous, en tant que professionnels, mais aussi en tant que citoyens, il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé pour prendre en charge les victimes de violences. Que peut-on faire demain face à une victime de violence? Donc on va déjà commencer par des chiffres, parce que c'est toujours intéressant de repositionner les choses. C'est un réel problème de santé publique, puisque ça coûte 2,5 milliards d'euros en France par an, les problématiques de violences faites aux femmes. Donc là, vous avez les différents chiffres. Donc une femme sur 3 à une femme sur 5, donc 20 à 30% des femmes sont concernées par les violences faites aux femmes. Une femme meurt tous les 2 ou 3 jours. J'espère que tout le monde est au courant, puisque c'est assez médiatisé, mais des fois, on est assez surpris que des gens ne le savent pas encore. 20% des femmes ont subi des violences sexuelles. Le nombre de viols par an est aux alentours de 100 000, en France, tous ces chiffres sont en France. Le nombre de viols qui fait l'objet d'une plainte auprès de la police ne représente que 10% des viols. Il y a 4 millions de personnes en France qui ont été victimes de l'inceste et 5% des enfants maltraités font l'objet d'une déclaration par le corps médical. Donc il y a vraiment un gros problème de déclaration des maltraitances par le corps médical. Et c'est un peu aussi l'objectif, c'est de sensibiliser le corps médical à ce rôle. Alors, hop. Voilà. Alors on va voir les définitions des violences conjugales. Vous avez déjà eu, pour ceux qui étaient là auparavant, quelques définitions. Simplement vous dire que dans les violences conjugales, il y a 5 types de violences. La partie la plus visible, ce sont les violences physiques. Moi, j'aime pas tellement le terme femme battue parce que ça ne considère que les violences physiques et ça ne représente que 10% des violences conjugales. La plupart des violences sont invisibles et les violences psychologiques sont plus destructrices qu'une simple gifle. Donc c'est plus mortel à la limite les violences psychologiques. Les violences verbales sont extrêmement violentes, c'est des hurlements, c'est des choses qui vous mettent vraiment en terreur. Les violences sexuelles, bien entendu, au sein du couple. Et les violences économiques ou administratives, c'est-à-dire prendre les moyens de paiement, carte d'identité, enfin de manière à supprimer l'autonomie de la personne, la mettre sous emprise. Ça ne marche pas très bien. Hop. Voilà. Alors, ça c'est important de connaître le cycle de la violence. C'est quelque chose qui est assez facile à comprendre et qui est bien pour l'expliquer par la suite. Donc, le cycle de la violence, ça se définit en 4 phases. Il y a la phase de tension. C'est dans le couple, c'est l'auteur, donc on parle de l'auteur de violence, en général c'est l'homme, qui rentre le soir chez lui, et au cours du repas, donc il va dénigrer, constamment faire des reproches à sa femme, en lui disant « oui, aujourd'hui j'ai une journée hyper compliquée, je suis vraiment en plein de problèmes, et là j'arrive, la viande n'est pas cuite, c'est vraiment chiante ». Faut quand même t'as que ça à foutre, en gros, de faire cuire la viande correctement. Moi, j'ai plein de problèmes, etc., etc. Donc, le lendemain, la femme fait bien cuire la viande et le mari rentre et dit ouais, j'ai toujours des problèmes, etc. Et là, il manque du sel, donc c'est pas assez salé. Donc, le surlendemain, elle va bien faire cuire la viande, bien mettre le sel, et là, il va trouver une autre chose à dire.
voilà, les enfants ne sont pas couchés, les devoirs ne sont pas faits, enfin vraiment tu ne fous rien. Moi j'ai vraiment plein de problèmes où je cherche du boulot, enfin voilà. Et donc la personne à la fin, c'est la phase de tension, progressivement, comme ça, tous les jours, ou de façon récurrente. Il y a cette tension qui monte, qui fait que lorsqu'elle entend la clé sur la porte de l'auteur qui rentre à la maison, elle se demande sur quel niveau elle va être injuriée ou avoir des reproches. Et donc ça commence à mettre une progressive, comme ça, ambiance de sentiment de peur, de ne pas être à l'aise, presque de terreur par la suite. Jusqu'à la phase de crise, donc là il y a l'explosion de violence, qui n'est pas forcément physique, ça peut être des hurlements, ouais, où là on casse des choses, où vraiment on injurie. C'est quelque chose qui met la victime dans un état de terreur, comme si elle risquait de mourir. Et elle risque de mourir des fois. Pendant ces phases de crise, c'est là qu'on peut avoir les passages à l'acte avec des décès. Puis il y a la phase de justification ou d'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire qu'une fois que la crise est passée, l'auteur dit ouais, excuse-moi, voilà, je me suis emporté, mais il faut dire aussi que tu m'aides pas, parce qu'avec tout ce qui m'arrive, là, tu pourrais quand même te rendre compte que c'est pas facile, etc. Et elle commence à se dire, oui, effectivement, j'aurais peut-être dû salir la viande un peu mieux, et puis m'occuper des enfants, il y a beaucoup de problèmes. Donc, inversion de la culpabilité, elle va commencer à se dire qu'elle aurait pu faire mieux. Et puis après, il y a la lune de miel. Donc la lune de miel, c'est, bon, bah, écoute, on va aller prendre on va faire un petit tour au resto, et puis ça redevient le prince charmant, parce qu'au départ, dans une histoire, il y avait de l'amour, tout ça, donc ça redevient le prince charmant. Et la victime se dit, bon, finalement, c'est un accident. Voilà, on va repartir sur de bonnes bases, on va recommencer, puis tout va rentrer dans l'ordre. Et on repasse dans la phase de tension. Et on recommence de nouveau à avoir ces tensions qui montent progressivement. Et ce cycle, il est circulaire, il s'intensifie au fur et à mesure, dans le temps, et en intensité. Donc ça ne s'arrête pas. Et ce qui est intéressant de savoir cela, c'est quand on voit, en tant que professionnel de santé, une femme qui arrive, elle arrive souvent dans la phase de crise, parce qu'elle a reçu des coups, etc. Et puis, donc, on peut commencer à mettre en place une démarche. On la revoit 15 jours après, tout va bien. Elle est en phase de lune de miel. Donc, c'est intéressant de savoir dans quelle phase elle est, pour ne pas se braquer en se disant, excuse-moi, quoi, elle est venue il y a 15 jours, maintenant tout va bien. Et puis, de lui dire, ben, vous êtes en phase de lune de miel, donc, ok, la porte reste ouverte, mais si ça repart, et ça, probablement, on espère que ça ne repartira pas, mais on le sait, que ça va recommencer, ben revenez, voilà, on est à votre écoute, on ne va pas se braquer en se disant un coup oui, un coup non, c'est suffisant. Donc je bois un petit peu parce que j'ai soif. Alors si vous avez des choses, des questions, vous n'hésitez pas. En général, je suis assez clair. Bon. Alors, qui est concerné? Donc ça, vous l'avez vu, c'est tout le monde. Donc ça va de la reine d'Angleterre jusqu'à la SDF. Il n'y a pas de classe sociale privilégiée. Toutes les classes sociales, socio-professionnelles peuvent être touchées, tous les âges, toutes les ethnies, tout le monde. Donc toutes les femmes peuvent être concernées. Les couples, bien entendu, tous les couples peuvent être concernés. Il y a quelques facteurs de risque comme la différence à l'intérieur d'un couple, différence d'âge, différence sociale, différence culturelle. Quand il y a des conflits qui préexistent, effectivement, ça peut aggraver les choses. Quand il y a déjà de la violence sociale, la violence entraîne la violence, donc la précarité, le chômage, tout ce qui est violence déjà existante, va être facteur de risque d'aggravation des violences conjugales. Et un gros facteur de risque, c'est la grossesse, puisqu'on dit que 40% des violences apparaissent, se mettent en évidence, parce qu'elles existaient préalablement. Les gens ne deviennent pas violents pendant la grossesse, alors qu'ils étaient bienveillants avant, mais c'était larvé. Mais pendant la grossesse est un catalyseur de problèmes, et ça fait apparaître les violences dans 40% des cas.
Et quand elles préexistent, qu'elles sont déjà apparues avant, la grossesse augmente l'intensité des violences pendant la grossesse. La grossesse, c'est un gros facteur de risque. C'est pour ça qu'en tant que Gynécologie sans frontières, on a comme préoccupation de former tous les gens qui tournent autour de la santé périnatale. Alors, l'impact sur les femmes, il est... Oui. Tous les profils socio-culturels, tous. Il n'y a pas... Non, tous. Donc quand il y a plus de violence sociale, c'est-à-dire si on est dans la précarité, si on est dans un camp de réfugiés, il y aura plus de violence. Mais tous, que ce soit de la reine d'Angleterre jusqu'à la SDF, peuvent être touchés par la violence conjugale, tous. Il n'y a pas de signe de dépistage ciblé sur une catégorie. C'est tout le monde, c'est le dépistage systématique pour toutes les femmes. Alors le retentissement. Alors, je vais vous poser des questions, justement. Pensez-vous qu'un diabète, qu'une insuffisance cardiaque, qu'un cancer, qu'une polyarthrite puisse être secondaire à des violences conjugales? Alors, qui pense oui, en levant la main, comme ça. Qui pense non? Ouais. Là, c'est bien. Bon, c'est bien de montrer qu'on a tort, mais parce que les autres n'ont pas voulu le dire. Donc les victimes de violences conjugales, et donc c'est l'intérêt aussi qu'on a en tant que professionnel de santé à s'en occuper, c'est qu'il y a vraiment une implication sur les maladies. Donc, ça, c'est une étude qui date de 1998 par Felitti, qui montre toutes les pathologies que je viens de citer, plus d'autres, qui surviennent plus fréquemment chez les victimes de psychotraumatismes ou d'un ou de plusieurs psychotraumatismes. Donc toutes ces pathologies augmentent pour les personnes qui ont été victimes d'un psychotrauma. Donc je vais faire comme ça. Toc. Non plus. Bon. Voilà. Alors, quand on a un peu l'expérience et qu'on pose la question des violences, on voit qu'il y a plein de maladies chroniques qui sont concernées. Donc là, je vous en cite quelques-unes. Maladies inflammatoires, auto-immunes, systémiques, l'endométriose, tout un tas de choses, l'eczéma, bref, tout un tas de maladies chroniques qu'on ne traite pas en général, hein, dont on ne guérit pas, mais qu'on traite de façon symptomatique. Il y en a pas mal qui peuvent survenir dans le cadre des violences. Alors le psychotrauma, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a le sentiment de mort imminente pour soi ou pour son entourage. L'exemple typique, c'est quand les victimes qui sont victimes d'un attentat ou témoins d'un attentat. Eux, ils ont un risque énorme d'être psychotraumatisés. Donc en fait, c'est quand survient un danger, ou des violences plutôt, extrêmes ou intenses, pour lesquelles nous ne sommes pas programmés. Quand une antilope va s'abreuver au marigot, elle est programmée pour savoir que si un lion s'approche, c'est dangereux. Quand quelqu'un va prendre alors comme on dit ici, une bolée de cidre, une bolée de cidre à la terrasse d'un café à Nantes, il n'est absolument pas programmé pour que quelqu'un vienne le poignarder pendant qu'il pense à ça. C'est pas dans notre cerveau, c'est pas quelque chose dans nos possibles. Et donc, quand ce type de violence arrive et qu'en plus elle est faite par un autre humain, on n'est absolument pas préparé pour ça. Donc, à ce moment-là, que se passe-t-il quand on vit un attentat? Voilà, on va se mettre en situation le 13 novembre 2015. On passe devant le Bataclan. Je passe devant le Bataclan au moment des attentats. Donc, je perçois le danger extrême. Mon cerveau, en réflexe, sans rationaliser quoi que ce soit, envoie tout de suite des influx d'hormones de stress et d'adrénaline pour me faire courir, pour fuir le danger. Il sait qu'il y a un danger, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il me dit il faut mettre de l'adrénaline pour partir vite.
Et donc, il n'arrive pas à rationaliser. C'est pas dans ses possibles. Quand je me promène à Paris, je sais pas, de temps en temps un attentat qui survient comme ça. C'est pas dans mes possibles. Donc, il ne comprend pas. Il continue à envoyer des hormones de stress et d'adrénaline, à un tel point que je vais finir par mourir, soit par arrêt cardiaque, parce que l'adrénaline, au bout d'un moment, ça va casser mon cœur, ça va griller mon cerveau. Et alors, comme le cerveau est intelligent, il va me mettre en protection, il va me mettre en sécurité, il va disjoncter, il va couper le courant, il va stopper les flux d'adrénaline et d'hormones de stress, et là, je vais devenir zen, en dissociation, complètement dissocié du contexte. Zen, plus de douleur, plus de peur, tranquille, et même si j'ai vécu des blessures traumatiques par l'attentat, je vais avoir l'impression de sortir de mon corps et de ne plus avoir mal. Et donc je serai dissocié du contexte en état de dissociation traumatique. Et cet état de dissociation traumatique, je passe le diapo, je ne vois pas bien en fait. On le retrouve chez les femmes violées, dont on a parlé. Les femmes qui subissent un viol, elles ont la sensation de mort imminente, elles vont se dissocier. Et ce qui va servir pour l'avocat du violeur, c'est de dire que bon, elle ne s'est pas débattue, elle était peut-être consentante ou à un accord tacite, alors que c'est faux. C'est absolument pas ça. Elle s'est dissociée simplement pour ne pas mourir, pour survivre. Et c'est son cerveau qui a coupé les flux pour ne pas griller. Donc c'est vraiment des choses qu'on retrouve. On le retrouve aussi. Donc une fois que cet événement a eu lieu, on va parler de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. L'événement, il va rentrer dans le cerveau, au niveau de l'amygdale cérébrale, et il va rester bloqué là. Normalement, un souvenir, ça ne reste pas là, ça va dans le cortex. Et donc, il reste bloqué dans ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, elle est ingérable. C'est-à-dire qu'elle va vous envoyer des idées, des images flash, des flashbacks, des images horribles, comme ça, de façon complètement inopinée, sans raison, de façon impromptue. Ce qui fait que vous allez vous retrouver dans un état de stress aussi intense que le jour de l'attentat, sans raison. Alors, c'est vraiment désarmant comme situation, déstabilisant. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire des conduites d'évitement. On va éviter tout ce qui pourrait rappeler un tant soit peu le traumatisme. C'est-à-dire, je ne passerai plus devant le Bataclan, je n'irai plus boire en terrasse à Nantes une bolée de cidre, parce que ça peut entraîner une réaction de stress et de panique. Il y aura aussi l'hypervigilance. Je vais être constamment en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui va se passer, etc. Donc je vais être constamment sur le qui-vive. Et tous ces phénomènes, que ce soit les attaques de panique inopinées, les conduites d'évitement et les hypervigilances, ça ne va pas s'atténuer dans le temps. Il ne faut pas se dire, dans quelques années, ça ira mieux. Ça ne bouge pas. Donc, dans 30 ans, vous pouvez avoir exactement la même chose. Donc, c'est un peu difficile. On a beau avoir une force mentale extraordinaire, on ne peut pas lutter contre son cerveau à ce niveau-là. On peut en guérir. On peut en guérir avec des psychothérapies adaptées au psychotrauma, c'est-à-dire ce qu'on vous a décrit. Tout le monde connaît, enfin on connaît de plus en plus le MDR, là, quand on fait bouger les yeux. En fait, le but de ces vous me dites si je bouge trop. Le but de ces psychothérapies, c'est de ranger la mémoire qui n'est pas au bon endroit, de la remettre au bon endroit, pour que ça aille avec les autres souvenirs, et qu'elle arrête de vous envoyer comme ça des pensées intrusives, des pensées flash. Donc c'est ça le but, c'est de rationaliser ce qui s'est passé, parce que le cerveau ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors, ces conduites d'hypervigilance, la mémoire traumatique, j'ai déjà tout dit. Alors, pourquoi les pathologies chroniques? Parce que là, on comprend le psychotrauma, voilà ce que ça entraîne, hypervigilance, évitement, pensée reviviscente. Et pourquoi ces maladies chroniques? Alors, pas deux hypothèses, il y a deux raisons qui sont bien détaillées. J'ai un problème de salive. Donc, puis un problème de ça aussi. Donc la première raison, c'est la baisse des défenses immunitaires.
Alors, croire que donner une bonne claque à un enfant, ça va l'endurcir, ça va le renforcer, c'est faux. J'espère que vous en êtes convaincus. Pour preuve, quand il y a un match de boxe, le boxeur qui prend le plus de coups, c'est celui qui va s'affaiblir le plus et c'est celui qui va perdre probablement le match, 9 fois sur 10. Donc plus on frappe quelqu'un, plus on frappe une victime, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, plus on l'affaiblit. Plus on l'affaiblit, plus elle devient perméable, facile d'accès aux agressions. De l'agresseur, bien sûr, donc plus sa victime est faible, plus il arrive à l'agresser sans problème. C'est donc facile et accessible aux agressions de l'agresseur et aussi à toutes les agressions extérieures, c'est-à-dire les infections et les maladies chroniques qu'on a citées. Donc cette baisse de la capacité à se défendre, c'est pour tout, contre l'agresseur et aussi contre les maladies extérieures. La deuxième raison, elle est plus étonnante. Je passe en arrière. Voilà, ce sont les modifications génétiques. Alors, quand on a des génomes, et on a de temps en temps des petites modifications au niveau de nos gènes qui peuvent s'effectuer en fonction de notre environnement et de notre façon de vivre. Par exemple, si vous quittez Nantes, vous allez vivre à 4000 mètres d'altitude dans les Alpes, eh ben, vos gènes vont se modifier légèrement pour vous adapter aux nouvelles conditions. Et vous allez être un peu plus résistant au froid, à l'altitude, au manque d'oxygène. Et ces modifications qu'on appelle épigénétiques, des petites modifications génétiques, ça a été prouvé, ça, biologiquement, avec la biologie moléculaire, que ces modifications entraînaient la survenue plus facile de certaines maladies chroniques, dont celles dont on vient de parler. Donc ça, ce sont les modifications épigénétiques dues au psychotrauma qui font que vous avez plus de facilité, disons, à avoir certaines maladies. Ces modifications sont réversibles. Si on supprime le climat de violence, si on traite le psychotrauma, on peut avoir des réinscriptions à l'envers, c'est-à-dire un génome qui redevient normal. Donc on peut traiter, en abordant la question des violences, une personne qui a une maladie chronique. Ça paraît bizarre, mais ça marche. Et si vous faites l'expérience, en tant que professionnel de santé, de traiter quelqu'un qui a un diabète, s'il a la chance, entre guillemets, d'avoir eu dans son passé des violences ou encore victime de violences, qui peuvent entraîner justement la survenue de ce diabète, en traitant le psychotrauma, en traitant les violences, vous allez traiter le diabète, et là, définitivement, mieux que de donner un traitement symptomatique qui sera à vie, avec les anti-antalgiques, anti-inflammatoires, anxiolytiques, etc. Donc c'est vraiment une chance à saisir en tant que professionnel de santé, de traiter des maladies chroniques si la personne a été victime de violence. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Alors ceux qui ne le savent pas, il y en a encore beaucoup, parce que c'est un long sacerdoce, ils vont étiqueter les gens à tort de maladies chroniques, parce qu'ils ont certaines maladies, et en particulier des maladies psychiatriques, c'est-à-dire que les schizophrènes, les bouffées délirantes aiguës, qui sont en fait des pensées intrusives, des idées flash, on va les mettre en institution de psychiatrie, on va les traiter avec des neuroleptiques, etc., sans jamais leur poser la question des violences, et si on leur pose, on se rendra compte qu'ils ont été violés pendant 10 ans, pendant leur enfance, et là, ça devient un peu plus normal, disons, d'avoir des pensées intrusives, des idées, des flashs, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt à poser la question systématiquement. Alors, les autres impacts, j'ai voulu commencer par ça, parce que d'habitude, quand on fait le topo, on parle des impacts sur la santé des femmes, et donc, il y a effectivement le traumatisme, par rapport aux coups reçus, et puis toutes les douleurs chroniques, mal comprises, les problèmes dentaires, les coups aussi, les parodontites, les conséquences sur la grossesse, donc il y a plus de conséquences de grossesse pathologique. Ça, en fait, c'est les conséquences dont on avait l'habitude de parler. Et moi, j'ai préféré commencer par les maladies chroniques pour vous montrer à quel point ça peut avoir un intérêt de s'occuper des violences si on veut traiter pas mal de maladies qu'on ne traite jamais.
les conséquences sur la santé mentale, eh ben, c'est tous les troubles du comportement qui sont dus à cette dissociation, à cette mémoire traumatique, avec des gens qui ont un comportement qui est très déstabilisant pour leur entourage. Et donc pensez-y des fois quand vous avez des copains, des amis, des connaissances qu'on considère comme lunatiques, des gens qui se renferment d'un coup, on ne sait pas pourquoi, etc. Ben, ça peut être, il est dans une période de stress qui s'est déclenchée, et puis donc il se renferme, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut expliquer par les violences. Et puis après, effectivement, il y a les tentatives de suicide. Donc quand on dit une femme sur 3, une femme meurt tous les 3 jours ou tous les 2 jours, on compte pas celles qui se suicident. Celles qui sont aussi victimes de harcèlement dans les réseaux sociaux, qui se suicident, tout ça sont des conséquences des violences. Et le harcèlement, même si ça paraît moins spectaculaire qu'un attentat, c'est aussi destructeur au niveau psychologique. Par la violence psychologique, ça peut tuer facilement avec justement des gens qui se suicident. Alors comment prendre en charge les victimes de violences ? Excusez-moi. Ça, vous pouvez lire en attendant. Donc, alors ça aussi, c'est important de le savoir, c'est très schématisé. Il y a 2 axes. Alors, il y a l'axe juridico-social, qui en fait tout ce qui concerne les associations d'aide aux victimes, donc les associations, les juristes, le droit, la police, la justice, un peu de psychologie aussi, les groupes de parole. Ça, c'est le premier axe. Et l'autre axe, c'est l'axe médico-psychosocial, plus axé sur les conséquences du psychotrauma, et donc ça considère plutôt les professionnels de santé. Alors, faut pas... Déjà, je n'avance pas, là. Hop. Alors, l'axe juridico-associatif, social, leur objectif, en gros, c'est de leur faire reconnaître le fait qu'ils soient victimes. Parce que les gens n'ont pas envie d'être victimes, surtout de violences conjugales ou de violences sexuelles. Donc le boulot de cet axe-là, de tout ce qui est association, c'est de faire admettre à la victime que c'est une victime, parce que c'est une première étape dans sa reconstruction, c'est la reconnaissance par la société qu'elle est victime et pas coupable. L'autre axe, c'est en gros prise en charge du psychotrauma par les psychothérapies adaptées. Et il y en a plein. Et donc, il n'y a pas de raison de dire celle-ci est moins bonne, etc. Il y en a plein. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit des psychologues qui soient compétents en psychotrauma. Il ne s'agit pas de faire de la psycho classique, entre guillemets, de névrose, etc. Là, c'est très particulier. C'est vraiment sur le psychotrauma avec une démarche qui n'est pas silencieuse, mais qui est proactive, qui est empathique. Et ce sont les psychologues qui parlent. Ce n'est pas le psychologue qui reste assis dans son canapé et qui ne dit rien. Ça, c'est pire que tout. Comme on ne va pas parler d'Oedipe à quelqu'un qui a subi un viol ou de séduction narcissique ou quoi que ce soit. C'est catastrophique. Donc c'est vraiment des psychothérapies adaptées au psychotrauma. Alors le rôle des professionnels de santé, ils sont en première ligne parce qu'ils sont une porte d'entrée pour voir des femmes qui subissent des violences. Ils ont comme rôle 4 rôles: le dépister, expliquer, protéger et orienter. Pour dépister, il faut poser la question. Les gens ne vont pas vous le dire spontanément. Alors, c'est une question qui n'est pas facile à poser au départ parce que c'est un sujet tabou. Mais plus on la pose, plus ça devient facile. Et voilà, on a vécu ça avec d'autres sujets comme le tabac, l'alcool, l'incontinence. On n'osait pas poser la question et maintenant, c'est devenu facile. Il faut que ça soit facile de poser la question, de demander si la personne vit ou a vécu des violences. Alors quand on ne sait pas, puis des fois la personne ne sait pas si elle vit des violences vraiment, un bon moyen de le savoir, c'est si on a peur de son partenaire. Normalement, on peut s'engueuler tous les jours, vraiment violemment, ne jamais être d'accord, mais quand la personne rentre le soir, on n'est pas en train d'avoir peur. Et si la personne a peur, c'est qu'il y a un problème donc, d'emprise, de domination, etc. Donc on peut poser la question aussi, est-ce qu'on a peur de son partenaire? Donc les victimes, on sait que ça peut concerner tout le monde, tous les couples. Il y a des fois quelques signes d'appel sur la personnalité des victimes qui ne sont pas au niveau, ce qu'on dit aux professionnels de santé, ne sont pas des victimes, sont pas des patientes sympathiques. Elles ne sont pas super sympas de vous voir, elles sont difficiles
parce qu'elles vous testent un peu. Donc elles ne viennent pas ou elles ne suivent pas ce que vous dites. Elles ne sont pas très agréables. Donc il faut se dire, et puis il y a une de nos sages-femmes qui disait, sur une consultation sur 20 personnes, la plus chiante, il faut poser la question, c'est elle. C'est elle qui a subi des violences. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va arriver très très jovial. Donc ce sont des personnalités un peu enfermées, pas très à l'aise. Le compagnon, pas se fier au compagnon, le bon voisin, le type qui est sympa, qui fait rire tout le monde, mais à l'extérieur, il est très bien, à l'intérieur, c'est un tyran. Il ne faut pas se laisser avoir. Il y a les petits gestes aussi. Après, on devient un peu parano, on en voit partout. Alors méfiez-vous. Donc, la personne qui est en couple, le couple qui vient en consultation, et le mari qui met la main sur l'épaule de sa femme, geste affectueux, mais geste qui veut dire « je suis là ». Donc, bouge pas, ou enfin, attention à ce que tu vas dire. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et bon, on peut être sympathique sans être violent. Hein. Il ne faut pas penser tout de suite dès que quelqu'un est gentil. Voilà. Alors, quand on débute, on ne sait pas quoi dire, parce que ouais, je veux bien dépister, mais après, je fais quoi? Je veux bien lui apporter quelque chose. Ben, on n'a pas grand-chose à faire. Et surtout, il ne faut pas croire qu'on va sauver la personne tout seul. Non, non, on va s'intégrer dans un réseau de prise en charge. Mais en tout cas, on peut dire des petites choses, et ça, pas besoin d'être professionnel de santé. On peut dire « je vous crois ». Rien que ça, déjà, cette phrase, on ne l'a jamais entendue. Donc, je vous crois, et je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là en train de savoir si vous avez mal ou pas mal, je vous crois. Dites que vous avez mal, je vous crois. Vous n'êtes pour rien dans ce qui vous arrive, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, seul l'agresseur est responsable, et ça n'est pas la vie normale, ce qu'on vous fait subir. C'est parce qu'on a l'impression que vivre ces violences, bah oui, c'est naturel, on a vécu ça toute sa vie. Ce n'est pas la vie normale, c'est puni par la loi et c'est puni par la société. Donc, ce qui vous fait subir, ce n'est pas normal. Et non, et oui plutôt, on peut s'en sortir, ça n'est pas sans fin, on peut s'en sortir, rarement seul, quasiment jamais tout seul, mais avec les associations, avec les psychothérapies associées. Alors, après, on peut en connaître un peu plus en tant que professionnel et dire, voilà, où vous vous situez dans le cycle de la violence. Là, vous êtes en phase de crise, ou alors elle revient, vous êtes en phase de lune de miel. Bon, attention, voilà. Lui expliquer, elle, où elle se situe, lui expliquer le cycle de la violence. Donc, il faut connaître un peu ça. C'est pas très compliqué, vous avez vu. Connaître les conséquences sur le cerveau, parce que les gens ont l'impression de devenir fous, hein, avoir des idées comme ça qui vous perturbent, qui des attaques de stress en pleine réunion, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression de devenir complètement fou. Donc, leur dire que ce n'est pas de la folie, c'est simplement leur cerveau, avec cette mémoire traumatique qui est insurmontable, qui leur envoie des pensées flash et qui ne peuvent rien y faire. Donc, c'est expliquer les 2 volets de la prise en charge. Chaque volet est important. Et le plus important, je dirais, c'est plutôt l'associatif, c'est cette reconnaissance du statut de victime. Ça, c'est vraiment important, que la personne sache qu'elle est victime et pas coupable légèrement ou un peu. Être à l'écoute sans juger, ce qui a été dit tout à l'heure très bien. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. De toute façon, ce n'est pas notre job. On n'est pas là, une femme qui vient pour viol, constate viol. On n'est pas là en train d'essayer de voir si vraiment il y a un viol ou pas, s'il est consenti. Ce n'est pas notre boulot. On n'est pas flic, on n'est pas. Donc nous, on est là, c'est une victime, on la traite. Point. Donc on l'écoute, on écoute ses plaintes, ses douleurs, et quelle que soit son attitude, et je vous ai dit que ce n'est pas des patientes faciles, donc même si elle a une attitude qui n'est pas très agréable, eh ben, on le sait, et donc on l'écoute et on la soigne. Alors, pour ça, il faut changer son regard. Donc là, vous avez 2 types de victimes. Des victimes, ici, des victimes d'attentats de guerre, et ici, des victimes de violences conjugales. Il y a une seule différence entre ces 2 victimes. Il faut me dire pour le temps. Ça va ? Une seule différence, c'est votre regard. D'un côté, victimes totalement innocentes, attentats, guerre, pas de problème. D'autre côté, des victimes peut-être un petit peu responsables de ce qui leur arrive, avec le oui mais, qu'on a tous eu, et que vous avez peut-être encore. Le oui mais, pourquoi elle reste ? Pourquoi elle est encore avec lui ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Moi, je me barrerai tout de suite, c'est tellement simple. Oui mais, qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-ci, etc., etc. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a que des victimes
totalement victime et innocente de l'être. Et donc ça, il faut bien l'intégrer et en être persuadé soi-même. Sinon, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, ben, vous ne pouvez pas avoir une démarche empathique. Donc il n'y a pas de victime responsable ou innocente, sont toutes victimes. Une victime de violence conjugale ou de viol est aussi victime qu'une victime d'attentat ou de guerre. Donc il faut changer ce regard et changer leur propre regard, parce qu'elles non plus ne veulent pas se considérer comme victimes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont honte, comme ça a été dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, elles ont honte de ce qui leur arrive. Elles ne veulent pas se considérer comme victimes. Donc il faut aussi qu'elles changent leur propre regard sur elles, donc le nôtre et le leur. Pourquoi se reconnaître victime ? Je vous dis, c'est la première marche de la reconstruction. C'est vraiment statutaire. Alors, que dire, que faire ? Je viens de le dire. Que faire ? Que dire ? Donc, je vous crois. Oui, c'est simple, tout le monde peut le dire. Il n'y a pas besoin d'écouter et de dire « je vous crois ». Je ne suis pas là pour remettre en question. Que faire ? Alors, que faire ? Il ne faut jamais se dire « je vais la sauver tout seul ». On va beau être le meilleur professionnel. Non, il faut s'intégrer dans un réseau de prise en charge. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est ni bon pour elle, ni bon pour nous. C'est bon pour personne, le colloque singulier. Donc, il faut éviter de dire « il faut ». Donc là aussi, il y a besoin de redonner l'autonomie de décision à la victime et il faut arrêter de lui dire « oui, ben, faut que tu ailles à l'association, il faut que tu ailles au commissariat porter plainte, il faut que tu fasses ci, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu le quittes ». Tout c'est « il faut », c'est une attitude de domination, comme le dominateur. On donne des invectives, une invective, c'est une violence pour celle qui déjà a subi des violences. Quand on est dans un milieu bienveillant, qu'on nous dise « ouais, il faudrait que tu fasses ça », ça ne va pas me choquer. Mais quelqu'un qui est déjà victime, qui est déjà avec une tellement image détruite d'elle-même, de son propre narcissisme, lui dire « il faut que tu fasses ça, 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 ça », eh ben, on reproduit le schéma de l'auteur de violence. Donc, il faut le refaire avec tact, il faut simplement orienter en disant « il y a ça, peut-être que tu devrais voir ça quand tu as le temps, quand je peux t'aider à aller voir une association. Si tu n'oses pas, ben, essaye de téléphoner. Si ça ne va pas, on raccroche et puis voilà. Mais jamais dire il faut respecter l'autonomie. Après, il y a la protection quand il y a un danger de mort. Bon, il y a la mise en protection à l'hôpital, etc. Mais bon, là, on peut donner aussi des conseils pour essayer de retrouver l'autonomie. Essayer de retrouver sa carte bleue, ouvrir un autre compte, penser à un plan d'exfiltration, disons, en cas de crise. Est-ce que tu as prévu d'aller chez quel ami, etc. Que fais-tu des enfants, s'il y en a voilà. Mais commencer à anticiper les périodes de crise. Ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner, tout en discutant. Et le fait de faire parler la personne en disant ce qu'elle subit, je vous ai dit que le problème du cerveau, c'est qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et en faisant parler la personne, ça se met à rationaliser. Et comme ça, déjà, ça aussi, c'est thérapeutique. C'est-à-dire qu'il va commencer, le cerveau, à comprendre ce qui se passe, parce qu'il va le rationaliser. Et dans les attentats, là, il y a une étude israélienne, je crois, qui a, pour les gens qui subissent un attentat, qui sont zen, là, dans les interviews, ouais, tout va bien, il y a des morts partout, mais ils sont en dissociation. On leur fait faire du calcul mental. Comme ça, leur cerveau est obligé de travailler. Et comme ça, on espère que la mémoire traumatique ne va pas rester au mauvais endroit. On les fait rationaliser sur du calcul mental, par exemple, pour que la mémoire parte dans le bon sens. Donc, faire parler les gens, il ne faut pas croire que ça va les remettre en état de stress. C'est avec tact, évidemment, mais le fait de verbaliser, ça va rationaliser. Donc, c'est aussi thérapeutique. Hop. Donc, ne pas rester seul. Il y a tout un tas d'associations et il y a un tissu, vous avez pu voir, qui est assez dense maintenant, et tant mieux. Et donc, il faut après orienter vers les associations, vers les psychothérapeutes. Là, il me reste combien de temps ? Bon. Donc là, je vais vous montrer les moyens de prise en charge actuellement, dans lesquels on s'inscrit, en tant que gynécologie sans frontières. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la Maison des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc là, c'est la Maison des femmes à Saint-Denis, dans le 93. C'est une maison où on a, dans la même unité de lieu, toute la prise en charge globale.
Alors médicale, psychologique, sociale, juridique. La personne qui rentre dans cette maison, elle est sauvée, en gros. Donc ça, c'est bien. Donc cette maison des femmes, c'est un peu notre modèle de prise en charge globale des femmes victimes de violences. La même chose, l'Institut de santé génésique, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Même principe, exactement la même chose, qui est un peu moins connu médiatiquement, mais c'est un peu de violence. Donc, c'était les premiers à avoir fait ça. Donc, faut leur rendre hommage. Les deux écueils à ces structures. Le premier écueil, c'est que ça s'est fait grâce à la force d'un côté de Rada Hatem pour la Maison des Femmes et de l'autre côté de Pierre Follès et Frédéric Marthe, qui sont allés chercher de l'argent pour monter ces maisons, et ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il y a des salariés, etc. Et donc, il n'y a aucune aide publique. Toutes les aides étaient privées par les fondations privées, L'Oréal, Kering, etc., etc. Donc ces gens-là, le jour où ils s'arrêtent d'aller chercher de l'argent, on peut se demander ce que va devenir la structure. Donc il faut la faire vivre, hein, parce qu'il y a des salaires qui sont là tous les jours. Le deuxième écueil, c'est que ça considère que la structure, le bassin de vie où se situe la structure. Quid des gens qui habitent de façon éloignée. Il y a aussi les centres nationaux de ressources et résilience qui chapeautent tous les centres de psychotrauma. Les centres de psychotrauma, ils ont été créés après les attentats en fait, du 13 novembre, pas du 11 septembre. C'est la prise en charge de tout le psychotrauma, que ce soit attentat, violence, etc. Donc là, il y en a aussi un petit peu partout en France. Donc il y a ces deux structures. Nous, avec Gynécologie sans frontières, on veut aller plus loin, on veut que ça soit au niveau national. Donc on vient apporter un complément à ce qui existe déjà, c'est-à-dire les maisons des femmes qui ont maintenant enfin de l'argent public, qui se réunissent sous la forme d'un collectif qu'on appelle collectif Restart, peu importe. Enfin, il y a plein de maisons des femmes qui commencent à se construire à droite à gauche, mais ça reste toujours localisé par rapport à l'endroit où elle est construite. Il y a les centres de psychotrauma, vous voyez là sur la carte, il y en a un peu partout aussi, c'est souvent dans les grandes villes, hein, bien entendu. Et donc nous, on veut couvrir tout le territoire français. Et pour ça, on veut s'appuyer sur tous les professionnels de santé, et il y en a beaucoup. Donc, quel que soit leur statut, qu'ils travaillent en libéral, à l'hôpital, en groupe, voilà, qu'ils soient paumés dans un coin, un désert médical ou en pleine zone urbaine, peu importe, nous on veut qu'ils soient tous concernés. Donc en allant sur Google, j'ai trouvé qu'il y en avait 1 365 000, donc ça fait pas mal de monde. Professionnels de santé, alors pas uniquement sages-femmes, médecins ou gynécos, mais les infirmières, les kinés, les psychos, les dentistes, les pharmas, les opticiens, enfin tout le monde. Tout ce qui concerne la santé. Et là, pour ça, on a créé une plateforme qui est ouverte depuis le 19 septembre de cette année, pour laquelle on ne fait pas de publicité pour l'instant, puisqu'on n'a pas de salariés pour pouvoir accueillir le flux d'1 300 000 professionnels de santé qui voudraient s'y inscrire. Mais cette plateforme, elle est constituée de deux choses, d'un annuaire géolocalisé, parce que le gros problème qu'ont les professionnels de santé, c'est OK, je dépiste, après j'oriente où? Parce que je ne connais pas, moi, toute la cartographie. Et donc, nous, on a un annuaire géolocalisant avec tous les acteurs réellement impliqués dans la prise en charge du psychotrauma, les associations, la police, des commissariats qui sont très impliqués, d'autres moins, etc. Donc, ce qui appartient sur cet annuaire, ce sont les personnes réellement impliquées. Je regardais, parce que je m'étonnais. Et une base documentaire qui a été écrite. Tout a déjà été écrit, hein, tout est sur Internet, mais qui a été réécrite par une professionnelle de santé, avec l'œil des professionnels de santé. C'est-à-dire que nous, on est assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on est face à une personne, on n'a pas le temps de lire tout un bouquin sur les violences. Donc il nous faut des fiches réflexes, comme on dit. C'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, je ne sais pas quoi faire, hop, les 5 phrases. Comment je fais pour faire un certificat médical, à qui dois-je adresser, j'ai l'annuaire. Donc tout ça, ça a été réécrit avec l'œil du professionnel de santé pour les professionnels de santé. Et bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde, les professionnels de santé, mais tous les autres professionnels, les victimes, les témoins, enfin tout. C'est accès libre, il n'y a aucune raison de faire de la rétention d'informations. Et ça peut être intéressant, en tant que professionnel, impliqué, d'apparaître sur cet annuaire, parce que le jour où l'association prend en charge une femme qui est enceinte et qu'on a besoin de l'adresser pour son suivi de grossesse
à une sage-femme qui, si possible, est un peu plus au courant sur les violences, parce que les femmes qui ont vécu des violences sont des femmes à risque au niveau de la grossesse. Donc on préfère qu'elles soient vues par quelqu'un qui est déjà sensibilisé, voire par un gynéco bienveillant, parce qu'on sait, vous avez entendu parler des violences gynécologiques, donc on ne va pas envoyer une femme qui a été victime de violences vers un potentiel violent gynécologue. Donc c'est bien d'apparaître comme ça aide aussi les associations à pouvoir orienter correctement vers des gens qui sont sensibilisés et qui sont déjà au courant de ce que sont les violences. Donc toute cette plateforme, elle doit être coordonnée par justement des salariés qui sont là pour accompagner les professionnels qui s'y inscrivent et pour aussi les former, parce qu'il y a une grosse demande de formation. Là, je vous ai fait très vite le cycle, etc. Mais il y a plein de choses à connaître, qui ne sont pas très difficiles à intégrer, mais il faut faire la démarche d'aller faire ce type de formation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une coordination nationale. Ça marche le son ? La plateforme Violence Santé Femmes est créée par Gynécologie sans frontières pour aider les professionnels de santé à orienter efficacement les femmes victimes de violences. Cette plateforme est composée d'une base documentaire avec des protocoles médicaux de soins, des fiches réflexes de conduite à tenir et des tutoriels de prise en charge pour la consultation médicale. La plateforme se compose également d'un annuaire numérique avec géolocalisation des acteurs réellement impliqués dans la prise en charge des victimes de violences. Parmi les acteurs référencés, on retrouve les psychologues et psychiatres formés au psychotraumatisme, les professionnels impliqués des secteurs de la santé, justice et droit, police et gendarmerie et assistance sociale. On retrouve aussi les associations d'aide aux victimes, les centres d'hébergement, les maisons des femmes et autres structures d'accueil. Tous les acteurs référencés ont un accès sécurisé pour actualiser en temps réel leurs coordonnées, leurs activités et leur accessibilité. Ces informations sont accessibles au plus grand nombre sans aucune restriction. Professionnels, grand public, victimes de violences ou encore témoins. Une coordination nationale GSF est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est bien dit, hein. J'aurais dû le passer, parce que ce que je dis avec ma voix un peu... là, c'est clair, voilà, donc ça a été redit. Conclusion, donc il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé. Là, c'est vrai que c'est un topo que j'ai adapté pour tous les étudiants qui s'adressent aux professionnels de santé, mais en fait, tout citoyen, demain, quelle que soit sa profession, son statut, peut permettre à une personne victime de violence de sortir de l'enfer, d'aider à la reconstruction et d'aider à la sortie de l'enfer que leur fait vivre leur cerveau, cette mémoire traumatique insurmontable, en disant simplement un « je vous crois », en l'écoutant et en lui rappelant que être victime, ça n'est pas honteux, etc. Donc en disant des petites phrases simples, on peut être un moteur pour initier la reconstruction, aller vers les associations, etc., en ayant le tact de ne pas dire « il faut ». Au début, c'est l'erreur de jeunesse, on a envie d'aider tout de suite, et il faut savoir respecter leur temporalité. Et dire que oui, on peut s'en sortir, parce que souvent les gens sont persuadés que c'est la vie normale et qu'on ne peut rien faire. Non, on peut s'en sortir, mais pas tout seul. Alors, il faut savoir qu'une victime de violence conjugale, même si c'est moins spectaculaire qu'un attentat, elle est plus détruite qu'une personne qui a vécu un attentat. Elle est morte, évidemment. Parce que c'est des psychotraumas répétés, récurrents. Et ce qu'on vous a dit sur le trauma complexe, c'est des états post-traumatiques de type 2, donc c'est des traumas récurrents, l'inceste, les violences conjugales, le harcèlement. Ça, il ne faut pas croire que c'est moins grave, c'est plus grave que d'avoir vécu un seul attentat. Et puis, ça va être compliqué à réparer, mais c'est en one shot, donc c'est plus facile à la limite de réparer que quelque chose qui s'est installé sur des années et des années. Donc, il faut bien être conscient que c'est du psychotrauma et avec toutes les conséquences, en particulier sur les maladies chroniques. Et alors, oui, là, dans la salle, vous êtes 20% à avoir vécu des violences graves. Donc, c'est comme ça, c'est statistique. Donc, voilà, ne croyez pas que c'est le temps, parce que je vous ai dit, le temps ne va rien effacer. Donc, on peut s'en sortir, pas tout seul. Et ce qu'il faut, c'est libérer sa parole. Voilà. Alors, de temps en temps, pour ça, c'est quand on se lance dans
les mises en place de structures dans les hôpitaux. Des fois, c'est un peu déprimant parce qu'il y a beaucoup de barrages dans les hôpitaux, de gens qui bloquent, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis voilà, ces petites phrases, c'est pour se redonner un peu de courage. Je ne vous fais pas la traduction parce que je ne parle pas bien anglais. Et ça, c'est notre site Gynécologie sans frontières, si vous voulez aller visiter de temps en temps. J'ai fini.